Bienvenue, aujourd'hui on se lance dans une exploration un peu technique mais très intéressante, l'impédance électrique. Bonjour. Oui, et on va partir d'un exemple assez parlant, je pense. Oui, la fameuse balance impédance-mètre que certains connaissent peut-être, on s'appuie sur un document technique pour décortiquer tout ça. Exactement. L'idée c'est de comprendre ce qu'est l'impédance, comment ça s'applique en bioimpédance, et puis faire le lien avec la puissance électrique, les kVA, les watts. Tout à fait. Derrière ce terme un peu barbare, il y a des principes physiques fondamentaux et des applications assez surprenantes. Alors commençons par la bioimpédance. Le document dit que c'est une mesure de la résistance des tissus biologiques en ohms, c'est ça? C'est ça, en ohm, oméga. Le principe, il est assez simple en soi. Oui. Comment ça marche concrètement? On fait passer un courant électrique alternatif, mais vraiment très très faible, hein, quelques milliampères seulement. Ok, très faible. Oui, et à une fréquence assez élevée, entre 10 et 100 kHz, via des électrodes placées sur le corps. Et ensuite? Eh bien, les différents composants du corps, la graisse, les muscles, l'eau, ils ne laissent pas passer ce courant de la même façon. Ils ont une résistance, ou plutôt une impédance, différente. Ah, d'accord. Et l'intérêt de mesurer ça, par exemple en esthétique, c'est quoi? Ça permet d'avoir une estimation de la composition corporelle, C'est-à-dire? la proportion de masse grasse, la quantité d'eau dans les cellules, et en dehors, des infos utiles pour poser un diagnostic esthétique ou voilà, suivre l'évolution si on suit un programme particulier. Intéressant. On utilise l'électricité pour sonder le corps en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est ce qui est fascinant et une mesure physique qui nous renseigne sur la biologie. D'accord. Alors, si on prend un peu d'auteur maintenant. L'impédance électrique en général, notée Z, on connaît déjà la résistance R, hein, de la loi d'Ohm, U égale RI. Pourquoi on a besoin de ce nouveau concept, l'impédance, spécifiquement pour le courant alternatif? Qu'est-ce qui change? Très bonne question. En fait, l'impédance Z, c'est justement la généralisation de la notion de résistance, mais pour les circuits en courant alternatif. Une généralisation? Oui, elle représente l'opposition globale qu'un circuit présente au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. Pas juste la limitation de l'intensité. Ok. L'unité, c'est toujours l'homme. Toujours l'homme, oui. Et on peut écrire une formule qui ressemble à la loi d'Ohm. Z égale UI. Z égale UI. Oui, mais attention, ici, U et I sont généralement les valeurs efficaces de la tension et de l'intensité, ou parfois les valeurs maximales, ça dépend du contexte. D'accord. Donc ça ressemble à la résistance, mais pour l'alternative. Alors, où est la subtilité, la différence clé? La différence fondamentale, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est que l'impédance introduit un déphasage, Un déphasage, c'est-à-dire? un décalage dans le temps entre l'onde de la tension, U de T, et l'onde du courant, I de T. Elles ne sont plus forcément synchronisées comme en courant continu avec une résistance pure. Ah oui. Oui, ce déphasage, on le note phi, la lettre grecque phi, et il est directement lié à la nature du circuit et à la fréquence du courant. La formule, c'est phi égale oméga delta t, où oméga est la pulsation liée à la fréquence. Un décalage temporel. Et ça a quelles conséquences concrètes, ce déphasage phi? Alors, ça change tout, hein, selon la valeur et les signes de phi. Si phi est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de décalage. La tension et le courant sont en phase, parfaitement synchrones. Comme avec une résistance classique. Exactement. C'est le cas d'un circuit purement résistif, un radiateur électrique simple par exemple. Dans ce cas, l'impédance Z est juste égale à la résistance R. Z égale R. Ok. Et si phi n'est pas zéro? Alors, si phi est positif, phi supérieur à 0, ça signifie que la tension est en avance sur le courant. Le circuit a un comportement dit inductif, Inductif. Comme une bobine. précisément, comme les bobines, les moteurs électriques. L'impédance dans ce cas, qu'on appelle réactance inductive, dépend de l'inductance L et de la pulsation oméga. Elle augmente avec la fréquence. D'accord. Et l'autre cas? Si phi est négatif, phi 0, alors c'est le courant qui est en avance sur la tension. Le circuit est dit capacitif. Capacitif comme un condensateur. De fait. Pense au condensateur. Là, l'impédance, la réactance capacitive, dépend de la capacité C et elle diminue quand la fréquence augmente. Z égale 1 sur C oméga. Attends, donc ce déphasage phi, il est directement lié à la présence de bobines ou de condensateurs dans le circuit, et ça affecte l'impédance Z. Exactement. Z n'est plus juste une résistance, c'est une opposition plus complexe qui inclut cet effet de déphasage. Et est-ce que ça a un impact sur la puissance? Je pense à mon compteur électrique là. On paye un abonnement en kVA, mais la consommation en kilowattheure, c'est basé sur les watts. Pourquoi ces deux unités, VA et W?
Justement, c'est directement lié au déphasage phi. En courant alternatif, à cause de l'impédance et de ce déphasage, on doit distinguer plusieurs types de puissance. Ah, Lesquels? UF fois IF. oui. Son unité, c'est le volt-ampère, le VA ou kVA pour kilovolt-ampère. C'est un peu la puissance totale que le réseau doit être capable de fournir au circuit. C'est la taille de ton abonnement EDF en gros. Ok, ça c'est les kVA. Et les watts alors? Les watts, W, c'est l'unité de la puissance active, notée P. C'est la puissance qui est réellement consommée par l'appareil, celle qui produit du travail utile, de la chaleur, de la lumière, du mouvement. La puissance utile, d'accord. Et c'est là que le déphasage intervient. La puissance active P est égale à UF fois IF, multiplié par le cosinus du déphasage phi. Donc P égale UF fois IF fois cos phi. Précisément. Et comme S égale UF fois IF, on a la relation très importante P est égal à S fois cosinus phi. Ah, je vois. Donc la puissance utile en watts, P est toujours inférieure ou égale à la puissance apparente en VA. Exactement, sauf si le déphasage phi est nul. C'est-à-dire si le circuit est purement résistif. Voilà. Dans ce cas, cos de phi égale cos de 0 égale 1, et alors P égale S. La puissance apparente est entièrement transformée en puissance active. Et ce terme cos de phi, il a un nom? Oui, c'est une grandeur très importante. Le facteur de puissance. Il est sans unité, compris entre 0 et 1. Et il mesure quoi? Il mesure l'efficacité avec laquelle un appareil ou une installation utilise la puissance apparente qui lui est fournie par le réseau. Plus le facteur de puissance est proche de 1, plus l'appareil est efficace énergétiquement parlant, pour une même puissance apparente S tirée sur le réseau. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Donc, si je résume, en alternative, les composants comme les bobines et les condensateurs créent une impédance Z qui n'est pas juste une résistance. Oui, Cette impédance cause un déphasage phi entre la tension et le courant, c'est ça. et ce déphasage fait qu'on distingue la puissance apparente S, en VA, qui est ce que le réseau doit pouvoir fournir, et la puissance active P, en watt, qui est ce qu'on utilise vraiment. Tout à fait. Le lien entre les deux, c'est le facteur de puissance, cos phi, qui dépend de ce déphasage. C'est une excellente synthèse. Tu as tout compris. L'impédance, c'est la clé pour comprendre ces notions de puissance en alternative. Super. Et d'ailleurs, ça ouvre une dernière petite réflexion peut-être. Ah oui, Mais puisque ce facteur de puissance dépend de phi, et donc du type d'appareil qu'on branche plutôt inductif comme les moteurs, ou plutôt résistif comme les chauffages, oui. comment est-ce que la composition de notre parc d'appareils, à la maison ou dans une entreprise, influence l'efficacité globale de l'installation? Et même la facture d'électricité, au-delà des simples kilowattheures consommés. Parfois, les fournisseurs pénalisent un mauvais facteur de puissance. Ah, c'est une piste intéressante pour optimiser sa conso. Effectivement, regardez pas seulement les watts, mais aussi le type d'appareil qu'on utilise. Exactement. C'est une vision un peu plus fine de la consommation d'énergie.